Merci de suivre ce magazine kiosque de ce mercredi 8 mai 2024. Alors ce matin avec nos deux invités, Walter Kouy et Joe Mayele, nous parlerons de la mise en place du gouvernement, mais également de la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Jusqu'à présent, il n'y a pas de gouvernement, pas d'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui bloque et ça profite à qui? Surtout cette dernière question se fera l'objet de notre débat ce matin avec nos deux invités. À qui profite le blocage de la mise en place du gouvernement ainsi que du bureau définitif de l'Assemblée nationale? Nous allons en parler avec nos invités. Bien sûr, le débat autour de la révision de la Constitution est toujours à la une. Nous allons revenir sur ça avec nos deux invités. Joe Mayele est déjà avec nous dans l'attente de Walter Kouy. Joe Mayele, bonjour. Bienvenue. Bonjour chère madame Gisèle, bonjour à tous les Congolais qui nous suivent. Merci une fois de plus pour renouveler votre confiance en ma personne. Je profite par ce canal pour vous plébisciter pour le travail énorme que vous faites dans votre domaine du journalisme. Bonjour aussi à la première institution du pays. Je ne peux pas passer à la télévision sans pourtant saluer la première institution du pays, M. Félix-Antoine Tshisekedi. Et puis bonjour à cette personne que nous on appelle aujourd'hui les chiens méchants de la République, les gardiens des finances de la République, l'inspection générale des finances aujourd'hui qui est incarnée par monsieur Gilles Alinguetti, inspecteur général de l'IGF aujourd'hui qui fait un travail excellentissime. Donc je pense que nous allons parler République et je pense que nous serons là pour répondre aux différentes questions et plaire à ceux qui sont à la maison pour qu'ils trouvent des différentes réponses à leurs questions en tout cas. Voilà. Joe Mayele, il fait très chaud ces derniers temps. Hein. Exactement. Vous l'avez aussi constaté. Oui, il fait très chaud. Vous savez, l'activité humaine à remodeler le monde, à reconfigurer le monde avec tout ce que nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, il y a déboisement, il y a accroissement de la démographie. Vous voyez par exemple la ville-province de Kinshasa, du point de vue démographique, nous sommes trop concentrés dans un seul endroit. La ville a presque 9 millions de kilomètres carrés, mais les 9 millions ne sont pas utilisés équitablement. Nous sommes bombés. Et dans un coin, il y a les déboisements, tout ça. Il y a l'exploitation industrielle, l'exploitation industrielle aujourd'hui qui est accrue, et ce qui fait à ce que il y ait réchauffement climatique. C'est un processus qui a commencé depuis pas mal de temps, depuis les années 2000. Aujourd'hui, c'est le corollaire de l'activité humaine, surtout l'activité humaine, l'industrialisation. C'est pourquoi il y a certains aujourd'hui, certains véhicules qui doivent aujourd'hui être électriques pour essayer de tempérer. Donc je pense qu'il fait très chaud. Les recommandations médicales, il faudrait boire beaucoup d'eau quand il fait très chaud et puis éviter de l'eau très froide. Boire beaucoup d'eau pour permettre à ce que les corps ne soient pas déshydratés. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit ce matin, en tout cas, il y a un cocktail à Kinshasa, hein, la chaleur, la régie des eaux, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, à cela vient s'ajouter encore le problème des carburants, le problème des transports. Exactement. C'est vraiment un calvaire. Là. Oui, c'est un calvaire parce que, vous savez, ces calvaires, nous aussi, nous les vivons parce qu'il faudrait démentir une certaine chose, c'est que les gens qui sont à la maison pensent que nous qui sommes à la télé, nous ne vivons pas ces calvaires. Nous sommes aussi comme vous, nous connaissons tous ces calvaires. Et je pense aujourd'hui, je suis en train de tirer, je suis en train de sonner la sonnette, excusez-moi pour la tautologie, aux autorités qui dirigent toutes ces institutions. Aujourd'hui, le peuple congolais a besoin d'un rendement. Le rendement, c'est le besoin que nous en avons aujourd'hui. Nous avons besoin de l'électricité, nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin de l'essence. Et le peuple congolais aujourd'hui est dépourvu de toutes ces choses. Donc, je pense qu'il faudrait qu'ils mettent, comme moi j'ai toujours dit, il faudrait qu'ils mettent au centre de leur action les intérêts du peuple en général et du peuple en particularité. Donc, il faudrait qu'ils mettent ça en général pour qu'ils puissent les servir. Donc, c'est vraiment un calvaire, comme vous êtes en train de dire. Mais ici, nous sommes en train de passer pour dire à ces gens de faire un travail, d'accélérer le travail parce que, en tout cas, c'est catastrophique. La ville-province de Kinshasa devient des jours injoignables. Walter Kouy est déjà là. Bonjour Walter, bienvenue. Merci beaucoup Madame Gisèle et puis bonjour aussi aux compatriotes. Désolé pour le retard. J'ai été pris dans un bouchon terrible depuis 8 heures.
Jusqu'à 7 heures. Merci pour... Avec la chaleur qui est là dans chaleur. le champ. Ouais. Bon, la chaleur est naturelle, mais c'est à l'homme maintenant de savoir comment la gérer ou atténuer les effets de la chaleur, notamment en entretenant mieux nos villes, parce que actuellement, si vous voyez comment se présentait la ville en 1960, vous voyez la photo de 1960 et celle d'aujourd'hui, tout a totalement changé. Il n'y a presque plus d'espace vert. On a tout loti et avec le béton, le ciment, c'est tout à fait normal que nous ayons la chaleur. Donc, aux gestionnaires, ils doivent penser à comment lotir les villes ou les nouvelles cités pour qu'on ne se retrouve plus dans une situation où ça suffoque. Parce qu'aujourd'hui, dans la capitale, ça suffoque, il fait chaud. Quand il ne pleut pas, ça ne va pas. C'est plus de la capitale, dans les provinces, ce n'est pas la même situation. Dans les provinces, ce n'est pas encore la même situation, excepté à Bukavu, où Bukavu, c'est encore pire qu'à Kinshasa. Ah bon? Il y a Goma, c'est mieux. Lubumbashi est en train de devenir aussi sale. Mais partout ailleurs, j'ai visité Kisangani, Mbandaka. Ça va un peu par rapport au lotissement ou à l'urbanisation sauvage, mais il revient à l'autorité de faire respecter la loi. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas pour le moment. On risque d'avoir des bidonvilles ou des villes sauvages en plein 21e siècle dans des quartiers où il n'y aura pas la possibilité de mettre le câble souterrain, la tuyauterie de la régie des eaux, câblage de la SNEL et tout ce qui s'ensuit. Parce que quand on lotit ou quand on réserve les espaces pour les routes, on doit réserver l'espace pour les caniveaux, un autre espace pour les piétons et puis un autre espace pour l'OCPT, disons câble, et puis régie des eaux, SNEL, tout ça doit être planifié. Malheureusement, vous vous retrouvez dans certains quartiers où on n'a laissé que 5 à 4 ou 5 mètres pour l'avenue. Et vous vous retrouvez quand il y a 2 véhicules qui viennent en contresens, pas moyen de passer. C'est le cas de GB. Et le GB, c'est le cas le plus patent, mais c'est dans beaucoup de quartiers, ça se vit maintenant, surtout les nouveaux lotissements. Par ailleurs, si vous allez dans les vieux lotissements, les lotissements belges et même lotissements sous Mobutu, Cité Verte, Cité Salongo et Binza Pigeon, vous remarquez que le lotissement est impeccable. Malheureusement, c'est un problème d'entretien et il revient à l'autorité publique de faire le travail pour lequel nous avons délégué le pouvoir. Voilà. Merci Walter Pouy. Alors, je reste avec vous avec cette longue attente pour la mise en place du gouvernement et aussi du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Et nous avons une très grande question ce matin. À qui profite cette lenteur? S'il faut répondre de façon générale à cette question. La lenteur profite à ceux qui sont en train de gérer. Parce que ce sont eux qui bénéficient des prérogatives du pouvoir. Ce sont eux les bénéficiaires et pas la population. Rappelez-vous, au début janvier, je me disais que l'union sacrée, déjà constituée, ne pouvait plus poser problème quand la CENI a publié les résultats des législatives. On savait que l'UDPS avait autant de députés et ses mosaïques. Après l'UDPS, il y avait Bahati ou l'UNC et ses alliés, sinon toutes les mosaïques créées par Samalou Kondé. C'était comme ça, on ne devrait pas attendre autant de temps. En conséquence, nous avons aujourd'hui un Premier ministre qui a démissionné, mais qui continue de signer des décrets, récemment avec l'horaire de travail. Oui, pas seulement parce que les gens sont focalisés sur l'horaire de travail, mais il y a beaucoup d'articles qui concernent la discipline même au lieu du service, comment doit se comporter l'agent public de l'État. Donc on ne se focalise pas seulement, non, samedi on ne va plus travailler, non. On a amélioré beaucoup de choses, on a réajusté certaines choses en rapport aussi avec l'éthique professionnelle de l'agent public de l'État. Donc que les gens apprennent à lire que de se focaliser sur ce qui est jeté de façon ramassée sur les réseaux sociaux. Donc, moi je disais au mois de janvier, on n'a plus besoin d'autant de négociations. Parce que si on doit nommer l'informateur, pour moi, l'informateur, 2 semaines, c'est suffisant. Et il a prouvé en 2 semaines
tout était fait, bien que le président lui a demandé d'étoffer encore le travail qu'il lui avait présenté. Mais après ça, pourquoi cette longue attente? Ça ne se justifie pas. Est-ce que pour convoquer le bureau, les députés nationaux, afin qu'on mette en place les bureaux définitifs, il faut des millions? Je ne pense pas. On ne doit pas seulement revenir sur les vieilles pratiques, tirer les choses en longueur parce que vous êtes dans un positionnement qui vous favorise de faire mes bas sur les caisses de l'État pour tirer les choses en longueur. Donc moi je pense que cette léthargie, cette lenteur, longue attente n'a que pour bénéficiaires ceux qui l'entretiennent, c'est-à-dire qui sont ceux-là. Ceux-là. Mais ce sont ceux qui sont en train de... ceux qui doivent prendre des décisions pour déclencher la machine. Voilà. Voilà, la même question, je la pose à Joe Mayele, à qui profite cette lenteur, cette léthargie? Je pense qu'un vocabulaire est sorti de la bouche de mon confrère, il parle de l'entretien. Je pense que lorsque vous dites entretenir cette situation, c'est trop fustiger les régimes. Il n'y a personne qui est en train d'entretenir cette situation. Je pense que cette situation est contextuelle au regard d'un résultat ou au regard de la configuration constitutionnelle de notre pays. Je vais commencer à poser les jalons au regard de quelques éléments. Vous savez, aujourd'hui, pour avoir un gouvernement, il faudrait que le gouvernement soit approuvé par le Parlement. Et nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Le gouvernement ne peut pas être investi ou commencer à travailler sans pourtant être investi par les parlements. Article 90, je pense, les derniers alinéas. Et là aussi, ça bloque. J'arrive. Donc, automatiquement, pour avoir un gouvernement, il faudrait cette passerelle-là. La passerelle, c'est légitimer le gouvernement au sein du Parlement. Et le Parlement doit avoir un bureau définitif. Et les bureaux définitifs du Parlement, jusqu'à l'heure où nous sommes, n'est pas encore installé. Si aujourd'hui, nous avions un gouvernement, nous aurons un gouvernement illégitime, non approuvé par le Parlement, parce que ce n'est pas un bureau provisoire qui doit approuver, mais c'est un bureau définitif. Alors, à qui profite cette configuration? Moi, je prends la part de la population. La population aujourd'hui ne connaît pas toutes ces gymnastiques institutionnelles ou les gymnastiques constitutionnelles. La population aujourd'hui a besoin de son rendement. Le rendement de la population, c'est tout ce que vous venez de citer précédemment lorsque vous m'aviez posé la question sur l'énergie électrique, sur l'eau, sur l'essence, tout ça. La population attend un rendement, portion de la population que moi je suis. Donc, si je dois relier ma parole à celle de mon frère, je dirais que cette situation profite à ces ministres-là, aujourd'hui qui travaillent. Qui expédient les affaires courantes. Oui, qui expédient les affaires courantes. Qui continuent à percevoir de l'argent. Exactement, qui continuent à percevoir de l'argent. Mais le peuple congolais a besoin d'un répondant. Vous savez, en sciences politiques, lorsqu'on parle d'une machine institutionnelle, il y a ce qu'on appelle les inputs et les outputs. Les inputs, ce sont les demandes de la population qui entrent au sein de l'appareil institutionnel. Et les outputs, ce sont les différentes résolutions que les animateurs institutionnels ressortent. Mais actuellement, nous avons un blocage dans l'appareil institutionnel. Il y a des inputs. Les inputs, ce sont les entrées, les demandes de la population, les doléances de la population. Mais malheureusement, les outputs n'y est pas. Pourquoi? Parce que l'appareil, les animateurs institutionnels, les squelettes institutionnels n'est pas encore établi. Donc, je pense que ici, nous dressons un message au président Tshisekedi, comme celui qui est la première institution, garant du bon fonctionnement des institutions, de mettre un coup de pouce au président Bosso, qui est le président du bureau d'âge, pour qu'il y ait organisation rapide des élections, parce que quand il y a organisation rapide des élections, le Parlement va fonctionner normalement, et c'est là que le gouvernement va entrer... Mais avant que la liste de membres du gouvernement puisse aller au Parlement, il faut d'abord que la première ministre puisse l'approuver. Les partis politiques puissent envoyer les noms de leurs candidats au poste ministériel, mais semble-t-il, il y a un blocage à ce niveau-là. Tout d'abord, on parle de l'UDPS, dont la liste devait être approuvée par le chef de l'État. On parle du secrétaire général qui aurait mis ses proches, il avait mis le nom plus de ses proches. Vous voyez que c'est là où se trouve le blocage. Merci madame, moi je suis très allergique dans votre style grammatical. Change que vous avez utilisé le pronom on parle, vous n'avez pas assumé les noms des personnes qui n'ont pas
qui parle. Normalement, lorsque vous dites on, moi je pense que c'est les médias que nous avons lus ce matin. Ben, c'est la rue, entre guillemets, c'est une hypothèse. Il semblerait que M. Kabouya, il semblerait que jusqu'à preuve du contraire, les informations que moi j'ai à ma possession, que les noms sont déjà envoyés chez la Première ministre, nous sommes dans l'étape de la sélection. Il y a les noms des chefs des partis politiques, elle ne veut pas. Madame Sumine a placé des critériums, parmi les critériums. Qui ne sont pas respectés par les gens qui ont envoyé. Elle ne veut pas. Non, vous pouvez envoyer les noms, par exemple, aujourd'hui des autorités morales. Mais elle dit qu'elle ne veut pas travailler avec les autorités morales. Il n'y a pas à forcer. Il doit y avoir une autre sélection. Quand une liste contient les noms d'une autorité morale, automatiquement, cette personne est disqualifiée. Donc moi, je pense que le problème ne se trouve pas, les grands problèmes ne se trouvent pas au niveau de la Première ministre. Je pense que le grand problème se trouve au niveau de l'institution qui doit légitimer le gouvernement. Mais on n'est pas encore arrivé là. Le problème, c'est d'abord au niveau des... Non. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas encore approuvé. Non, madame, qu'on lui envoie, elle n'est pas d'accord avec ça. Vous savez, madame... Et puis on attend que les chefs puissent approuver aussi la liste de l'IDPS qu'il n'a pas encore approuvée. Madame, vous savez, la formation du gouvernement, c'est un processus qui peut se décanter très rapidement. Mais le problème, c'est l'institution qui doit légitimer. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Si nous restons dans l'imbroglio qui est là, qui fait que les dates ou la date pour les élections du bureau provisoire, du bureau définitif n'est pas connue, on peut avoir publication aujourd'hui. Et dites-moi, ce gouvernement sera investi quand? Parce que nous avons un problème au sein du Parlement. D'où même, lorsque nous allons avancer, la révision constitutionnelle vient pointer à l'horizon. Parce que dans les régimes semi-présidentiels, le poumon, l'approbation du gouvernement, c'est les parlements. Donc je pense qu'à mon humble avis... Ils attendent que les parlements puissent... Moi, je pense... Si je dis ils attendent, c'est aussi trop abusé du verbe. Je pense qu'ils sont en train de travailler au rythme du Parlement. Ouais. Parce que s'ils attendraient, ça signifie que le non ne partirait pas. Mais au gouvernement, par le biais de Mme Toulouka, il y a une gymnastique, il y a une approche communicationnelle qui est faite, qui est réalisée entre Mme Toulouka et les autorités morales. Je reviens à vous. Walter Kouy, les raisons évoquées par certains médias ce matin, la liste de l'UDPS doit être approuvée par l'autorité morale qui est le chef de l'État, et puis les violents du secteur ne s'accordent pas au niveau du parti, le parti présidentiel, où on accuse des secrétaires généraux d'avoir fait la part belle à ses proches. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ces raisons évoquées par ces médias qui bloquent justement la mise en place du gouvernement? Bon, je n'aime pas revenir sur les paroles d'un compatriote avec lequel on est en train d'échanger sur un plateau, mais je reviens sur ce que Joe disait. Au départ, il a semblé me contredire, mais pour me rejoindre par la suite. Parce qu'aujourd'hui, si on pose la question au niveau du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui traîne? Il n'y a aucune communication. Qu'est-ce qui traîne? Il n'y a aucune communication. Non, il avait parlé, des candidats qui étaient allés... non, c'était des activités privées. Est-ce qu'ils avaient eu... c'est pas le gouvernement qui les a envoyés, c'est pas plutôt l'Assemblée nationale qui les a envoyés. Non. Kamere, par exemple, ils sont allés avec à titre privé. À titre privé. Mais Kamere, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas président de l'Assemblée nationale. Non, candidat. Candidat. Oui. Mais pour déposer une candidature, on peut envoyer un mandataire du parti, ça se fait. Demandez à tous ceux qui ont été députés, est-ce que ce sont eux qui ont déposé leur candidature? Non. Même Kamere, quand il était candidat à député national, ce n'est pas lui qui a déposé sa candidature, c'est le mandataire de son parti. Deuxième chose, rappelez-vous en 2019, Sama Lukonde est nommé Premier ministre en mai. Le gouvernement sort quand? Au mois de septembre. Est-ce qu'on ne tire pas les leçons du passé? Joe Mayele, chers compatriotes, je pense que nous ne devons pas continuer toujours à justifier le mal. Le monde ne va pas continuer de nous attendre parce que nous sommes là en train de jouer, en train de danser. Non. Ce pays a beaucoup de problèmes, des sérieux problèmes qui nécessitent que nous ayons une dynamique forte pour aller de l'avant. Nous avons aujourd'hui la guerre dans l'Est de la République. Nous avons la guerre dans l'Est de la République. Le Parlement n'est pas installé, donc chambre haute et chambre basse pas installée. On a un gouvernement démissionnaire. Or, quand le Premier ministre démissionne, le président de la République accepte, mais il lui dit, tu assures les affaires courantes. Il avait dit pourquoi? C'est parce qu'on a des problèmes qui nécessitent qu'il y ait des gens là. Mais des gens qui sont là ont des pouvoirs limités. Ils ne peuvent plus prendre certains engagements ou des engagements d'un certain niveau.
C'est pourquoi vous avez même constaté des circulaires du directeur des cabinets, plutôt un communiqué du directeur des cabinets interdisant tout recrutement et même toute permutation au sein des administrations. Bon, maintenant, si il y a un problème qui ne marche pas, là, il faut changer des gens, on va attendre jusqu'à ce que le gouvernement sera installé. Non. On a vu, par exemple, le vice-premier ministre de l'Intérieur qui a suspendu les élections qui s'étaient passées à l'Équateur. C'est une décision qu'il a prise. Surtout pour les élections dans les assemblées, pour les CNS. C'est un fourre-tout. On pourra réserver un autre plateau pour en parler, mais s'agissant de la formation du gouvernement, moi je crois que on entretient cette situation volontairement ou involontairement. Pourquoi? Je reviens, s'agissant même de la formation rapide du gouvernement. La CENI publie les résultats au mois de janvier. La session extraordinaire est ouverte. On dit pour un mois renouvelable une fois. On n'est pas obligé de renouveler. On peut vite travailler en un mois au regard des impératifs, au regard des besoins. On installe un bureau parce que même si la Cour devrait réinvalider certains, la cartographie post-électorale n'aurait pas totalement changé. On pouvait aussi réaménager. Si par exemple vous avez 50 députés, vous avez droit à 5 ministres et que le gouvernement sorti avant l'arrêt définitif de la Cour constitutionnelle vous a mis en ballottage défavorable, vous pouvez récupérer ça, par exemple avec les entreprises publiques, parce que ce processus ira juste dans les entreprises publiques, il y aura partage des responsabilités ou du gâteau, comme on le dit. S'agissant des personnes à sélectionner, à moins que les gens ne connaissent pas comment fonctionnent les partis politiques. Pour nous qui avons eu un petit moment dans notre vie, ou plusieurs moments, de militer dans un parti politique, je sais que dans un parti politique, c'est une hiérarchie. On va des sectionnaires, ainsi de suite, jusqu'au secrétaire général. On a des secrétaires nationaux chargés de. Ça signifie que ces secrétaires nationaux-là sont d'office ministres. Ça se fait comme ça. Voyez le cas en France, en Grande-Bretagne, quand on dit le gouvernement de l'opposition. Ce n'est pas le gouvernement qui vient signer des arrêtés ministériels. Donc, ils ont déjà une configuration qui fait qu'une fois arrivé au pouvoir, on n'a plus à passer 3 mois à attendre ou à faire qui va travailler ici et là. Quand vous avez nommé quelqu'un secrétaire national, un exemple, secrétaire national en charge des finances dans votre parti politique, ou ministre du budget de votre parti politique, il a travaillé pendant 3 ans. Vous ne l'avez pas démis. Quand revient le moment de partage des responsabilités publiques, il est d'office ministre. Ça doit se faire comme ça. Vous ne pouvez plus aller chercher. À moins que nous gérons nos partis politiques, comme même à Gambela, il y a un peu d'ordre aussi. À moins que nous gérons nos partis politiques. Nous ne sachons pas comment nous gérons nos partis politiques et pour quelles raisons nous créons nos partis politiques. Parce qu'on crée un parti politique pour militer, lutter et arriver au pouvoir, gérer la société pour le bien-être de la population. Alors, ceux qui sont en train de travailler, je suppose ou j'ai conclu que ces gens-là travaillent mieux si on ne les a pas permutés avant d'accéder au pouvoir. Et ce sont eux qui font accéder le parti au pouvoir. On n'a plus à aller réfléchir pour dire qui sera tel. Prenez le secrétaire national qui a déjà travaillé, je suppose qu'il suivait l'évolution de son secteur, aussi bien sur le plan public qu'institutionnel. Il avait des ponts. Mon compatriote a parlé des inputs et output. Donc, il doit maîtriser tout ça pour que, une fois nommé, qu'on n'ait pas des séminaires du gouvernement qui prennent mais si tel est le cas, du budget. Comment on peut encore dire qu'au sein du parti présidentiel, les violons ne s'accordent pas, on accuse des secrétaires généraux de déplacer les noms de ses proches. Non, madame Gisèle. Un secrétaire général est d'office ministre. Les gens vont tuer Kabouya pour rien. L'UDPS a combien de cadres? Et même si on prenait tous les gouvernements, même si on formait un gouvernement de 100 membres, l'UDPS a beaucoup de membres, beaucoup de cadres. Tout le monde ne deviendra pas ministre. C'est la sélection, et dans la sélection, on doit prendre les meilleurs des meilleurs. Et même, vous avez vu, même pendant l'élection de la sénatoriale, quand il y avait des candidats qui avaient, les deux avaient 2 voix, disons, des voix égales, on prenait le plus âgé. Mais il y a certains critères
concourt à la sélection des candidats qui doivent servir le pays demain. Qu'on le veuille ou pas, il y aura des gens qui ne seront pas satisfaits parce qu'ils se préparaient, ils s'attendaient d'être demain ou le lendemain ministre. Mais on ne doit pas bloquer les institutions publiques pour raison des frustrations individuelles. Je ne pense pas. Ils ont mis une structure pour la gestion des ambitions. Gestion des ambitions, mais allez voir là où travaille cette structure-là. C'est plus de 1000 CV déposés. Et 1000 CV, on va en faire quoi? Tout le monde deviendra ministre. Et même si on composait un gouvernement de 1000 ministres, l'UDPS, c'est plus de 1000 cadres. Est-ce que tous les cadres doivent devenir ministres? Je ne pense pas. Je crois que c'est un faux débat. Nous devons avoir le sens de l'esprit républicain. L'UDPS, on dit, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il y a un mot qui est resté, un double mot qui est resté très populaire, le peuple d'abord, lancé par le Sphinx lors des élections de 2011. Si on parle du peuple d'abord, moi, je ne dois pas voir aujourd'hui ou écouter qu'il y a des gens qui s'accrochent, coûte que coûte, moi, je dois devenir ministre. Et après tout, la décision finale revient au président de la République en collaboration avec le Premier ministre qui doivent choisir qui a le profil qu'il faut. Justement, pour on dit que c'est lui qui doit approuver cette liste-là. Si on dit que dans le temps aussi qu'il a pris à approuver cette liste. Alors, Joe Mayele, au niveau de l'Assemblée nationale, toujours par rapport à cette longue attente, il y a un ultimatum de 48 heures qui a été lancé au président du bureautage, Christophe Mbosso, faute de quoi c'est sa destitution. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche? Ben, je pense que c'est une démarche salvatrice. Moi, j'ai dit ici qu'au regard de tout ce qui se passe dans notre société ou dans la scène politique, je remets maintenant la médiation au président Tshisekedi. Vous savez, à un moment, lorsque nous avancions, les mandats n'est pas au président Mbosso ou au président de l'Assemblée nationale. La personne qui rend compte de son mandat, même s'il a travaillé avec les différents collaborateurs, c'est le président Tshisekedi. Moi, je pense aujourd'hui, le président Tshisekedi doit mettre un coup de pouce au président Mbosso pour que le président Mbosso organise les élections. C'est-à-dire qu'il est fait à dessein, le Mbosso. Bon, je ne sais pas. À dessein, pourquoi? Pour continuer à travailler. Vous savez, politiquement, un acteur est compris comme un animal. Et comme dit Aristote, et cet animal-là est nourri des ambitions, l'animal politique. Alors, les ambitions peuvent être mesurées ou démesurées. Ici, il faudrait étudier M. Mbosso comme cet animal-là, qui a des ambitions mesurées et démesurées, parce qu'il est dans la gibecière du pouvoir. Donc, c'est dans cette approche-là que votre argumentaire va trouver gain de cause. Et je pense que M. Mbosso, comme étant un animal politique, il est en train de nourrir ses ambitions, parce que le pouvoir s'est juté, on ne peut pas laisser le pouvoir comme ça. Mais du fait que nous sommes dans un cadre très bien légalisé et orienté par les normes, M. Mbosso doit organiser les élections, parce que ce ne sont pas les individus qui sont au-dessus des normes, mais ce sont les normes qui sont au-dessus des individus. Donc le président Tshisekedi doit mettre un coup de pouce au président Mbosso, même les parlementaires, parce qu'il est aussi prévu une démarche de déchéance lorsque un ultimatum a été lancé. Exactement. Donc je pense que les députés aussi doivent faire cette pression au président Mbosso. Vous savez, mon ami a dit quelque chose de très important, c'est qu'il parle du peuple d'abord. J'étais en train de dire ici que l'action du gouverné et du gouvernant plutôt, des autorités, doivent graviter au bénéfice de la population. C'est ça. Ça doit être les leitmotifs de chaque autorité. Mais lorsque l'action des gouvernants ne gravite pas au bénéfice de la population, c'est désorienté. Aujourd'hui, le peuple congolais, la société congolaise est en train de souffrir de plusieurs maux. Parmi les maux les plus fréquents, nous avons aujourd'hui l'insécurité qui bat les plaies. Nous avons aujourd'hui les transports qui devient toute une gymnastique. C'est comme si nous faisions les karatés ou les judo pour avoir les transports. Donc je pense que on doit mettre une pression autour du président Mbosso pour qu'il y ait organisation des élections au sein du Parlement. Il y a aussi une chose à ajouter, c'est que je vais toujours me rallier ou me ramifier à l'approche de la révision constitutionnelle, parce que mon ami a parlé d'une gymnastique post-électorale qui s'est faite avec la validation, l'invalidation, la composition du gouvernement. Vous saviez, madame, si nous avions aujourd'hui la constitution qui fixait la temporalité dans laquelle doit être nommé le gouvernement, dans laquelle doit être nommé, dans laquelle doit être fait cette gymnastique de validation et invalidation, peut-être nous n'aurons pas toute cette scène. C'est parce que notre constitution
sur la question de la formation du gouvernement, elle reste ambiguë et puis elle reste muette. L'article 78 qui nous dit seulement que le Premier ministre doit être issu de la majorité parlementaire. Point barre. Elle s'arrête là. Est-ce que cet article donne une certaine temporalité dans laquelle le Premier ministre doit être issu? Et pendant combien de temps? Par exemple, quand on dit que le président de la République est élu, c'est après 10 jours qu'il est confirmé par la Cour constitutionnelle. Si aujourd'hui, on nous disait que après la nomination du Premier ministre, la Constitution donnait une certaine précision, après la nomination du Premier ministre, 20 jours après, il y a sorti du gouvernement, vous allez comprendre que nous ne serons plus dans ces quiproquos, dans ces malentendus. C'est parce que la Constitution laisse un boulevard, et ce boulevard-là est incompris. On n'a pas précisé le temps. Quand je parle de la temporalité, c'est le temps. Nous sommes dans un quiproquo. Donc si la Constitution aujourd'hui nous fixait, c'est pourquoi je dis toujours à ceux qui nous suivent, lorsqu'on parle de la révision constitutionnelle, nous n'avons pas une dimension politique. Nous avons une dimension de rattraper les réalités, j'ai toujours dit de coller les réalités sociétales et les textes. Parce que quand les réalités sociétales et les textes ne collent pas, nous avons des équilibres. Donc moi je pense... On va aborder cette question de la révision constitutionnelle, mais restons d'abord à la... Non, j'étais en train juste de... C'est une ramification, c'est un détour au regard de la composition du gouvernement. Ok, donc, alors la réaction du bureau provisoire juste après l'ultimatum, il y a eu un communiqué qui appelle la majorité, l'opposition à finaliser dans le meilleur délai le pourparlers pour désigner les candidats. C'était juste après, c'est quoi la peur, hein? Mais c'est encore, il y a eu une pression. C'est encore de l'imbroglio. Bon, moi je me demande, quand on faisait la sélection entre Bahati, Mbosso et puis Kamere, on n'avait pas pensé aux autres membres du bureau. Pourquoi? Parce que c'est le même bureau, non? Pourquoi, il y a plus d'une semaine passée, on a organisé les primaires au sein de l'Union Sacrée pour valider les tickets du président? On doit maintenant attendre plus 2 semaines après qu'on fasse encore la sélection pour les autres membres du bureau. C'est du n'importe quoi à la limite. Ça tire encore en longueur. Ça tire en longueur, d'où je soutiens ce que Prince Willy Michiki disait hier. Il faut reformater ou même formater ce présidium de l'Union Sacrée. Parce que moi, je plains ce présidium qui n'a pas organisé ou qui n'a pas vu ou préparé la situation post-électorale. Parce que quand on va aux élections, on doit avoir l'idée de ce qui va se passer après au cas où nous gagnerons. C'est comme ça que ça doit se faire. Parce que tout le monde dit, non, moi je travaille pour le chef de l'État, je jure loyauté, fidélité. Mais quand on vous dit, venez, amenez vos noms, tout le monde commence à piétiner, tout le monde commence à marcher pour faire traîner les choses. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Quand on a convoqué les députés là pour désigner de Bahati Mbosso qui devrait être le candidat, je pense que c'est au même moment qu'on devrait appeler les autres prétendants aux différents postes. Ça devait se passer comme ça. Le problème du timing s'agissant de la nomination du Premier ministre, ce n'est pas un problème de la Constitution. Et même si on limitait dans le temps, 10 jours, 20 jours, connaissant l'homme congolais, l'acteur politique congolais, mon cher compatriote, je vous dis que nous allons déborder. L'Assemblée nationale, on dit, c'est 1 mois renouvelable une fois. On est à combien de jours aujourd'hui? C'est limité dans le temps. 1 mois renouvelable une seule fois. Nous sommes au 40e mois aujourd'hui, au 40e jour. On a débordé. C'est qu'on a aussi violé la Constitution. Et il faut maintenant réviser, qu'on dise que non, bon, une fois les bureaux provisoires installés, si la Cour constitutionnelle n'a pas encore tranché, on va attendre indéfiniment. Non. Il faut une discipline politique qui fait que nous devons vite aller en besogne, pas laisser des vides, parce qu'aucune constitution ne va résoudre tout le problème ou ne va prendre en charge tous les problèmes de la société. Non. Même aux États-Unis, ils ont continué à réviser leur constitution. Même en France, ils ont retouché certains articles. Mais le vrai problème, au-delà même du texte, c'est aussi l'esprit. On se focalise souvent sur le texte, les lignes, mais les articles, mais la Constitution a aussi un esprit. Lisez l'exposé de motifs de la Constitution. On dit parce que depuis 1960, il y a eu des crises pour telle raison. Alors pour avoir une société harmonieuse, nous décidons, voilà. C'est ça même l'esprit coulé dans ce texte. On ne doit pas se focaliser seulement à dire tel article a été flou. Bon, si c'est flou, nous avons la Cour constitutionnelle pour clarifier la situation. Est-ce que pour le cas d'aujourd'hui, et même la Cour constitutionnelle est hors délai?
Voyez-vous dans quelle situation nous allons volontairement. 5 mois sont déjà passés. L'élection de 2028 doit se préparer aujourd'hui. Et que les gens ne soient pas surpris si moi je commence à dire que non, préparez-vous pour les élections parce qu'il ne faudra pas qu'on se retrouve au soir de 2027 pour que le futur président de la CENI nous demande 2 milliards de dollars pour organiser les élections. Ne soyez pas surpris, madame, parce qu'on a commencé de 300 millions en 2006, on est passé à 600 millions. Les élections qui viennent de passer à 1,2 milliard, presque 1,3 milliard. Ça augmente toujours. Et pourtant, quand on a révisé la Constitution en 2011, on avait dit on a cassé le deuxième tour pour faire des économies. Les élections ne coûteraient pas cher. Quand Nanga vient avec Malou Malou, ça a commencé avec Malou Malou, avec la machine à voter, on a dit c'était pour casser le coût, les élections ne coûteront plus cher. Malheureusement, on ne fait que briser le plafond de verre s'agissant du budget des élections. Je crois plutôt que le vrai problème, c'est l'homme politique congolais. C'est l'homme politique congolais qui apparemment n'est pas suffisamment formé à gérer notre société. Mon compatriote a parlé de l'ego. Il y a cet ego-là, cette volonté-là. Quand je suis là, j'y reste et pas une autre personne. Et quand j'étais au séminaire, j'ai lisé le missionnaire Placide Temples qui parle, l'homme noir, c'est plus le sentiment et pas la rationalité. Voyez ceux qui ont milité pour l'indépendance, nos pères de l'indépendance. Aussitôt arrivé, et il y a même une place, on dit la place des évolués, c'est même insultant. Donc, ceux qui étaient là, qui avaient occupé la place des Blancs, c'était des évolués. Les autres, c'était des nègres, des indigènes qui devaient rester à la cité. Eux ont commencé par récupérer tous les immeubles ou les villas occupés alors par les Blancs à la Gombe. Et c'est le cas aujourd'hui. Quand quelqu'un est nommé ministre DG, le premier réflexe, c'est se taper une maison, si pas à la Gombe, Montfleury. Ma campagne. Parce que c'est ça. Donc, on n'a pas été fort, d'où la nécessité, allant du coq à l'âne, mais c'est la même idée. Kabila disait qu'il n'a pas réussi à formater l'homme congolais. C'est ça le premier chantier. Aussi longtemps qu'on ne va pas formater l'homme congolais, on pourra avoir les lois les plus rigides, les plus strictes, les plus claires. La société ne va pas. Donc il n'y a pas d'opportunité pour qu'on évoque cette question de la révision constitutionnelle. Et même si on l'évoquait, et ceux qui en font la promotion de cette révision, ils ont un autre, franchement, ils ont un autre calcul. Soyez-en sûrs. Rappelez-vous en 2019, janvier 2019, ce plateau est sur l'avenue du 24 novembre. J'avais dit que voilà l'opportunité, comme il y a l'ancienne majorité et l'UDPS, le CAP et l'UNC qui arrivent au pouvoir, qu'on revoie la Constitution parce que le temps n'est pas suspect. Les opposants et ceux qui étaient à la majorité sont en train de gérer. Qu'on voit la Constitution, le temps n'est pas suspect, les acteurs sont mélangés, on peut réviser et voir certains articles qui ne marchent pas pour que demain on ne dise pas que c'est en temps suspect, c'est pas bon. Nous en sommes là. Voilà. Nous en Alors, sommes là. Walter, mais c'est la diaspora qui a demandé au chef réviser la Constitution. Mais ces gens-là, les chefs ne vont pas écouter ces gens-là. Vous et moi savez que ces gens-là, pour la plupart, certains ont déjà changé de nationalité. Oh. Ces gens-là, pour la plupart, ne viennent que pour prendre 100, 200 euros qu'on leur donne. Oh, c'est ça, tout le monde le Les sait. transports après l'activité. Et c'était le président soumet, quand il veut, pour des pareilles questions, c'est au référendum. C'est pas dans une salle, il dit, bon, les gens ont dit, on révise la Constitution, on passe à une nouvelle Ils ont demandé aux chefs, c'est pas les chefs. Non, mais l'échantillon n'était pas représentatif, mais la Constitution dit qu'en 100 000 personnes, est-ce qu'ils étaient 100 000? Il faut vérifier le nombre de cette salle-là. Même le Parc des Princes ou quel stade là, c'est pas 100 000 personnes. Donc ils sont moins représentatifs. Je dirais qu'ils n'étaient même pas 5 000. Il faut pas Je en tenir parie compte. qu'il ne soit même pas 1000 dans cette salle-là. Je Ok. vous dirais, Alors, il n'était pas représentatif. Mais la Constitution, tôt ou tard, on va la toucher. Mais le vrai problème, c'est que avec quelle intention on va la toucher? Parce que j'ai fait ce plaidoyer en 2019, je vous rappelle. Les gens pensaient que ce n'était pas opportun. Or, moi, je disais que c'était opportun parce que il n'y avait pas vraiment une vraie opposition. La Mouka était affaiblie, mais la Mouka, c'était l'esprit UDPS. Donc, je me disais que ça ne poserait pas assez de problèmes.
comme le PPRD et ses mosaïques sont là, l'UDPS, l'UNC est là, ça ne va pas poser problème. Mais au jour d'aujourd'hui, même si c'est pour un bon objectif, les gens vont calculer que Tshisekedi veut remplir. Les opposants disent déjà ça. L'UDPS a bourré dans la tête des gens que c'est le respect des lois, il faut respecter le mandat. Mais si aujourd'hui, Félix Tshisekedi vient à réviser la Constitution et qu'il ne prend pas l'engagement qu'il ne va pas remplir en 2028, ça va poser problème. Vous avez dit, ne faites pas de moi un dictateur. Toujours à la mais malheureusement, quand on reçoit un peu d'argent, on le voit à la cité, même dans la rue, tu te promènes, dès que tu leur donnes, on commence à chanter pour toi. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, Joe Mayele, la révision de la Constitution, c'est la diaspora qui a demandé au chef, il doit écouter ce que les gens disent. Je pense que la diaspora aussi fait partie de la population congolaise. Hein. Représentativité à évoquer. Non, Walter. J'ai dit, la diaspora, elle fait partie. Elle fait partie, donc ça signifie qu'une autre partition est en République démocratique du Congo. La question sur la révision constitutionnelle, il faudrait, j'ai toujours dit, et j'ai dit ça dans tous les médias, il faudrait commencer par un vocabulaire. Réviser une constitution n'est pas un tabou. Ce n'est pas un tabou, ce n'est pas un sujet tabou. Ici au Congo, quand on parle particulièrement à Kinshasa, lorsqu'on parle de l'expression révision constitutionnelle, on prend ça comme un sujet tabou. La plupart des personnes, lorsqu'on parle de la révision constitutionnelle, ils ont l'esprit politique de la révision constitutionnelle. Ça signifie que le chef de l'État va doubler les mandats, il va toucher à l'article où on parle du mandat, et puis on va aller à un mandat de 7 ans ou 8 ans avant. Non. Moi, ici, je parle de la révision constitutionnelle comme un moyen d'adaptation, un moyen de réaménagement pour concilier les textes à la réalité. Je vous ai donné la fois passée l'exemple de l'article 6 de la Constitution qui laisse un boulevard total. Cet article qui dit que tout Congolais, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas la Constitution de la famille de Joe Mayele, non, mais c'est la Constitution de la RDC qui dit que tout Congolais qui a des droits civils et politiques peut créer un parti politique. Quelle est la conséquence de cet article? La prolifération des partis politiques. Quelle est la conséquence de cet article? C'est que lorsqu'il y a prolifération des partis politiques, nous sommes dans une désorientation sociétale. Le concept de parti politique aujourd'hui est incompris. Alors, vous voulez que nous restions dans ces boulevards-là? Nous sommes en plus de 900 partis aujourd'hui. Non, on doit toucher certains articles, selon. Mais oui, quand on parle de la révision constitutionnelle, ça signifie c'est un réaménagement de certains articles. Mais vous, quand vous dites concilier le texte et la réalité, est-ce qu'il y a la Constitution bloque, j'ai dit un peu, j'emprunte un peu les mots d'un opposant, est-ce que la Constitution bloque le développement du pays? La Constitution qui empêche, par exemple, la construction des infrastructures, sociales de Congolais, parce que quand vous dites qu'il faut lier le texte à la réalité. Non. Au fait, lorsque je dis qu'il faut lier les textes à la réalité, ça signifie qu'il y a certains faits. Parce que, au-delà de tout, la société est conduite par les lois. La loi des lois, les lois en général, qui commencent par la Constitution selon la hiérarchie des normes. Donc la Constitution doit éclairer l'opinion au regard de certaines alternatives que nous devrions embrasser. Aujourd'hui, nous parlons d'un cas précis. Nous parlons par exemple du brassage et mixage. La Constitution de notre pays dit que notre armée, je l'ai dit tantôt, s'appelle les Forces armées de la République démocratique du Congo. Vous, dans quelle nation, vous aviez vu une armée républicaine qui est au pluriel? Ça capote déjà. Lorsque mon frère parle de l'esprit de la Constitution, il faudra aussi bien lire. Je pense que moi aussi, j'ai lu cette Constitution. Cette Constitution, c'est une Constitution post-conflit. C'est une Constitution qui est élaborée pour mettre à l'aise les belligérants. D'où même la question de la nationalité, c'est une question qui n'est pas trop touchée pour mettre à l'aise les belligérants. Donc, aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, madame, je n'emprunte pas le vocabulaire de cet opposant qui dit que la Constitution bloquerait. Moi, je dis que la Constitution doit être réaménagée pour équilibrer la société. Et ceux qui soupçonnent des chefs de vouloir être changés... Ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Maintenir au pouvoir, oui. Nous avons une opposition aujourd'hui en manque d'argumentaire, en manque de narratif.
Et à chaque fois que le chef de l'État doit se prononcer sur un sujet, ils peuvent prendre ça pour en faire une communication. Quand le chef de l'État dit qu'il doit avoir une révision constitutionnelle, si vous lisez l'article 218 qui donne au chef de l'État le pouvoir d'initier aussi une révision constitutionnelle, ça c'est M. Tshisekedi qui l'a dit, ou c'est la constitution de M. Tshisekedi? Non. Je pense que à nos jours, si M. Tshisekedi a la volonté d'initier une révision constitutionnelle, nous passons par les voies référendaires. C'est le peuple congolais qui va trancher, qui dit que bon, M. Tshisekedi, le Congo ne t'appartient pas. Si on doit faire la révision, on doit partir par un oui ou par un non. Donc c'est par cette alternative. Mais voilà la priorité aujourd'hui, évoquer cette question de la révision constitutionnelle. Mais c'est une priorité, oui. C'est une priorité parce que la loi de loi, c'est la Constitution. C'est une priorité, madame. Lorsque vous consultez les juristes, on vous dira que la Constitution, c'est la loi primaire d'une nation. La loi qui conduit une nation. Donc, au-delà de la Constitution, il n'y a plus une autre loi. Les autres lois sont des lois subsidiaires, des lois subordonnées. Donc, je pense que la Constitution de la République démocratique du Congo, pas dans une dimension politique, il faudrait bien expliciter à ceux qui sont à la maison. Parce que lorsque nous parlons de la révision, la plupart de ceux qui sont à la maison ont une dimension politique de cette révision, que le chef de l'État avait doublé les mandats ou bien veut élargir son mandat de cet État. Non, c'est pour concilier certaines réalités. Donc je parle aussi de la temporalité ici. Nous avons un problème pour la composition du gouvernement. Nous ne savons pas à quand est-ce est composé le gouvernement et la temporalité il fait défaut. Donc c'est aussi des éléments qu'il faudrait intégrer. Moi j'ai à réfléchir sur, là c'est une dimension politique, j'ai à réfléchir sur l'article 70 qui dit que les mandats du président de la République est pour 5 ans renouvelable. Alors, je nous pose la question. Quand le président de la République arrive pendant à quelques mois de la fin de son mandat, quand il n'y a pas organisation des élections, on va dans quel contexte? Même si la Constitution elle-même dit que 3 mois avant la fin du mandat du président de la République, il faut qu'il y ait convocation du scrutin. Et dans les 3 mois, s'il n'y a pas convocation du scrutin, au regard d'un fait qui touche la société, par exemple, nous avons eu Corona, nous serons dans quelle alternative? Non, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Non, il faut réfléchir. Pour répondre à cette dernière phrase, dans aucune constitution, dans les États normaux, on sait qu'après 5 ans pour... là où il y a 5 ans, ou aux États-Unis, 4 ans, en Russie c'était 4 ans, Iran c'est 4 ans. On suppose que les gens normaux respectent les échéances. Même s'il y avait Corona, mais dans plusieurs pays, on a organisé les élections. Même au Niger, le pays le plus pauvre, c'est lui, le président qui a été démis par l'armée, a organisé les élections alors qu'on était en plein Corona. Donc, à moins qu'il y ait une situation de guerre, là, oui, la Constitution le prévoit. Quand je parle d'un fait qui impacte la société, donc la guerre aussi c'est un fait, non? Pour la guerre, la Constitution dit qu'est-ce qu'il faut faire dans un état de guerre. La Constitution est claire là-dessus. Mais s'agissant, la route s'est coupée, il y a la maladie, tout est fait. Rappelez-vous, en 2018, il y avait Ebola dans le territoire de Béni. On avait isolé ce territoire-là, il n'y avait pas élection dans cette... Donc, je crois que, comme je le disais tantôt, on n'écrira jamais tout dans la Constitution. L'esprit des lois que Montesquieu a écrit revient sur beaucoup de choses, sur la manière de gérer la société et même de rédiger les lois qui doivent régenter notre société. Raison pour laquelle je dirais ceci aux opposants et aux gouvernants, à la majorité. Au président de la République, moi, j'ai toujours dit la Constitution, il faut la réviser. Mais si l'opposition accuse Félix d'avoir l'intention de remplir, Félix, qui sait honorer la mémoire de son père, de la lutte de l'UDPS, peut dire aux opposants, on va à la révision constitutionnelle, mais je ne veux pas me remplir, je ne veux pas postuler. Macky Sall l'a fait au Sénégal. Hein. Il a révisé la Constitution, il a dit, je ne vais pas postuler pour un 3e mandat. Bien que j'ai révisé la Constitution, les compteurs est à 0, mais je ne veux pas postuler pour un 2e mandat. Il a fait le premier, il a fait le 2e et il est parti. Je crois que nous devons avoir un esprit républicain. Il n'y a pas de question tabou, la Constitution est révisable, mais avec quelle intention? Dans un contexte de friction politique, il faut assurer que
la forme de l'État ne va pas changer, ce n'est pas pour que Tshisekedi reste au pouvoir. Voilà ce que je pouvais dire. Alors, merci Walter Kouy, merci Joe Maïlé. Même si la forme de l'État changerait, M. Tshisekedi ne peut ou ne pas rester au pouvoir. La forme de l'État n'implique pas le mandat du président Tshisekedi, non? Je pense que vous le savez. C'est le régime politique qui implique le mandat de M. Tshisekedi. Merci Joe Maïlé. Je vous en prie, madame. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, auditeurs du magazine Kiosque. Merci à l'équipe technique. Là, je vois Marité Godot, Moro Nzambe, Dieu merci Kifou, Alain Kabongo, José Andia, Junior Kassanda. Et merci au coach Doudou Montiri. Voilà, monsieur, je vous retrouve vendredi avec le même plaisir. Au revoir.